Marlène Baumard, vous êtes journaliste au Monde, vous aussi, responsable du service éducation et l'auteur de 2 livres qui sont sortis ces derniers mois. L'école, le défi de la gauche, c'était en août, et La France, enfin première de la classe, qui est paru en novembre. Vous avez dit dans Le Monde que l'idée de prendre au prépa pour donner aux ZEP, donc l'idée de Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, n'était pas une idée absurde, étant donné les inégalités qui régneraient en France. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit comme ça. Je l'ai compris comme ça. Bon, mais vous pouvez corriger. Non, ce qui est intéressant dans cette histoire, déjà, qu'est-ce que Vincent Peillon voulait changer? Il voulait changer des décharges horaires. Le métier de prof, il est défini par un nombre d'heures qu'on doit effectuer devant des élèves. Il était reconnu qu'en classe prépa, eu égard à la difficulté de l'enseignement en prépa, il y a des heures en moins qui n'étaient pas faites. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 11 heures de cours à donner, à peu près un enseignant sur 2 en donnait 9 heures et 1 sur 3, 8 heures. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y avait reconnaissance de la difficulté à enseigner en classe prépa et pas en ZEP. Donc ça pose quand même question parce que les ZEP, ces zones d'éducation prioritaire, qui sont essentiellement des collèges, qui accueillent aujourd'hui 20% à peu près des élèves français, c'est vraiment là que les choses sont compliquées, que ça ne se passe pas bien et que les enseignants ont vraiment du mal à enseigner. Donc, la question qui est posée là, c'est où est la difficulté à enseigner et que faut-il reconnaître dans le métier d'enseignant vraiment comme charge supplémentaire et lourde à porter qui ferait qu'on définit un peu en dessous les normes le nombre de cours. Plus philosophiquement, ce qu'il voulait Vincent Peillon, en tout cas ce qu'il a proposé, c'est de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Alors ça, c'est plus politiquement. Plus politiquement, si vous préférez. Oui. Vous avez raison. Effectivement, je pense qu'il a essayé de jouer sur l'opinion publique en se disant c'est vrai que les enseignants de prépa sont les mieux payés, ils sont mieux payés que les universitaires. Mais il y a plus d'argent qui est consacré en fait aux prépa qu'aux ZEP. Bah, tout à fait, puisqu'il nous a dit. Voilà, puisqu'ils enseignent 8 heures. Oui, puisqu'ils enseignent 8 heures ou 9 heures, forcément, un étudiant, une année en prépa, ça coûte à peu près à la nation 15 000 € par étudiant. Une année à l'université, c'est 11 000. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le salaire des enseignants. Si on augmente, et c'était son souhait d'augmenter d'1 heure la charge de cours des enseignants de prépa, là, il se disait, cet argent-là, je la prends et je donne une décharge aux profs de ZEP qui, eux, souffrent d'une autre manière. Bon, ça, donc maintenant, il n'en est plus question, en tout cas prévisoire. Moi, je voulais votre avis, Léonie Simaga, sur cette affaire, parce que vous avez fait de très belles études, comme on dit. Quelqu'un disait que vous aviez fait Sciences Po. Mais en fait, préalablement, j'ai fait mon hypocagne au lycée Condorcet et ma cagne au lycée Henri IV, avant de la cuber et de rater le concours. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, moi, j'ai été très étonnée de ma propre position, finalement. Parce que si je suis absolument convaincue de l'excellence de ces formations et du fait que c'est une grande chance pour la France, des prépas, voilà. Et si je suis bien consciente, étant par ailleurs fille de professeur, du fait que quand on dit 8 heures de cours, 9 heures de cours, 10 heures de cours, face aux élèves, ça représente une somme immense de travail, de préparation, de correction, etc. Moi, j'ai vu ma mère travailler jusqu'au dimanche soir. Les vacances, elles servent à travailler, à préparer les nouveaux programmes, etc. Et en prépa, on est face à des professeurs qui sont dans une excellence qu'on a du mal à imaginer, vraiment, je pense, à part quand on a été élève. Parce que, effectivement, ce sont à la fois des chercheurs, c'est des gens qui écrivent, etc. En tout cas, les miens. Non, ils ont aucune obligation de recherche. Ils n'ont pas d'obligation. Ils n'ont pas d'obligation, mais ils le font. Non, mais j'espère qu'ils lisent et qu'ils travaillent. C'est ce que je veux dire. Mais une fois tout ceci dit, je pense qu'effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut répartir les richesses autrement. On voit bien qu'il faut partager. Et l'excellence de ces professeurs-là, elle est indiscutable. Mais l'excellence que doit avoir un pédagogue face à une classe qui est en difficulté, elle est indiscutable aussi. Et je comprends mal leur révolte. Je crois qu'il faut qu'il y ait des négociations, qu'il faut qu'il y ait un discours, un dialogue, mais on ne peut pas se réfugier derrière l'idée que on ne peut rien leur prendre, parce que ça c'est pas tenable vu qu'on prend à tout le monde en ce moment dans la société. Donc pourquoi pas à eux?
Alors, Robert Damien? Oui, je suis sensible à votre argument. Je crois qu'il faut réfléchir un peu au statut des grandes écoles. Elles ont eu un rôle absolument fondamental dans la construction de la République. Pour l'émergence d'une élite fondée non pas sur la nature ou sur la richesse ou sur l'hérédité ou l'héritage, mais fondée sur le mérite scientifique déterminé par un concours anonyme scientifique. Ça a fait émerger une élite républicaine et c'est absolument fondamental. La question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui elle joue toujours ce rôle? Parce qu'évidemment ce rôle impliquait un ascenseur social. Là, en l'occurrence, il y a un problème de reproduction, puisque c'est quasiment endogamique. Vous êtes fille de professeur de Cagnes, c'est quasiment un système de reproduction. Non, pas de Cagnes. Pas de Cagnes, mais enfin, ou de professeur. C'est un système de reproduction qui pose problème quand même. Moi, je pense qu'il faut réfléchir, d'autant plus qu'un étudiant en Cagnes et en grandes écoles coûte, vous avez dit des chiffres. Cagnes, 15 000. Voilà, donc, et par rapport à un étudiant, entre 5 et 6 fois. Donc, vous savez, c'est énorme. Donc, il y a un problème quand même. Mais il y a un autre problème, c'est que ça génère des inégalités, évidemment, par le bas. Et la vraie crise de l'éducation, telle qu'il n'y avait pas besoin du rapport PISA, vous savez, pour voir ça, c'est 30 à 35% d'élèves en déshérence complète et qui sont casés moins, non seulement dans certains collèges, et parfois ils accèdent au lycée, mais ils redescendent, mais surtout dans les lycées professionnels et technologiques, et où il y a besoin de construire une élite, j'allais dire, des métiers, une élite ouvrière. Là, il faut donc faire, dans la République, exactement la même politique qui a été faite pour l'émergence d'une élite supérieure. Il faut une élite supérieure des métiers, car une des grandes crises, non seulement de l'éducation, mais de l'industrie aussi, c'est évidemment la formation professionnelle de haut niveau dont nous avons besoin. Or, il y a dans les lycées professionnels, évidemment, contrairement à la légende, ils sont extrêmement bien occupés, car ils sont financés par les conseils régionaux. Les professeurs qui y enseignent sont, eux, les nouveaux hussards de la République, car ils sont face à des élèves difficiles. Mais pourquoi? Parce que ces élèves ont subi une humiliation quasi permanente, condamnés à l'échec et à la réprobation. Le travail qui est fait par ces professeurs dans les lycées professionnels mérite absolument des décharges. Oui, et là, il y a un choix politique majeur qui est à faire, sans enlever forcément la grandeur des prépas et des grandes écoles, certes, mais il y a quand même vraiment un problème clé. Et puis alors, comme je ne veux pas être de parti pris étant professeur des universités, je ne parle pas évidemment de la situation financière et économique des universités et de la formation dans les universités. Claude Agege. Les médias ont fait une place considérable à ce fameux rapport. En revanche, je ne sache pas que les médias aient fait la moindre place à quelque chose qui est pourtant d'autorité publique. Les Français sont partagés entre deux passions. La passion égalitariste et la passion élitiste. Ils ont les deux en même temps et elles ne font pas bon ménage. La passion élitiste produit des résultats tout à fait remarquables. Il faut quand même rappeler que dans des domaines de pointe, ceux qui ont énormément, en période de chômage, de demandes d'emploi et où les gens qui sortent des grandes écoles n'ont aucune peine à trouver du travail, à savoir l'informatique, le digital, le pétrole, les ressources, les transports et même le théâtre et toute une série d'occupations et la thermodynamique et la biophysique, d'occupations dans lesquelles les ingénieurs français ont une immense réputation mondiale. Ils sont considérés comme des gens qui ont appris à communiquer, à manier des concepts de haut niveau, à être ouverts à l'innovation, à connaître même la gestion. Je ne me sers pas de l'affreux terme anglais, je dis gestion et gérance. Je ne vois pas pourquoi je devrais me servir de manager et de management comme tout le monde. Bien. Et donc, ils ont appris aussi cela. Ce sont des gens de très très haut niveau. D'un côté, on a cela, et ils sont préparés par les professeurs des classes préparatoires. J'ai fait moi aussi Hippocagne-Cannes, c'était à Vue-le-Grand, c'était dans une classe littéraire. Ce sont surtout des classes scientifiques, mais il y a aussi des classes littéraires, bien sûr. D'un autre côté, il y a quoi? Il y a les zones d'éducation prioritaire, l'école primaire, où on investit beaucoup moins, car les salaires des professeurs des classes préparatoires sont de loin
les plus élevés de l'éducation nationale et même de la fonction publique. Bien Ils sont sûr. plus élevés que ceux d'un prof d'université. Absolument. Bon. Bien plus élevé. Dans ces conditions, ils sont très favorisés. Donc c'est une question de répartition budgétaire. Je dirais qu'à la limite, le problème, c'est que le ministère de l'Éducation nationale reçoive une plus grande dotation budgétaire. M. Payon a raison de se défendre d'une accusation de la presse, à savoir, vous voulez enlever de l'argent aux profs qui préparent des prépas pour en donner aux profs de ZEP. Ce n'est pas vrai. Il est normal et légitime, car ces gens font un travail immense et préparent des gens qui vont être de très grands ingénieurs appréciés dans le monde entier. C'est ça l'image de la France, dont aucun rapport ne parle, mais tout le monde le sait en fait. Et puis à côté, vous semblez ne pas donner assez d'argent, mais malheureusement, il y a la dotation budgétaire de l'éducation nationale, et d'autre part, il y a autre chose. Que peut l'enseignement contre les inégalités qui sont sociales et économiques? La plupart des gens qui fréquentent l'école primaire, qui elle n'est pas une école élitiste, elle est pour tout le monde, et qui ont très souvent un très grand échec scolaire, malheureusement très facilement toléré en France. On ne réagit pas, on dit aux gens vous redoublerez, on n'a pas une sensibilité aiguë à la gravité de l'échec scolaire. Mais bon, ça c'est une question de mentalité française. Mais la plupart des gens qui fréquentent ces écoles, ce sont des gens de familles modestes, très souvent d'origine immigrée, d'autres fois de Français de souche appartenant à des familles défavorisées, et par conséquent, c'est vers eux qu'on devrait investir le maximum, tout en n'oubliant pas que l'école n'a pas le pouvoir de mettre fin aux inégalités sociales et culturelles. Elles sont structurelles dans la société. À long terme, elles peuvent peut-être le faire par l'éducation, mais dans l'immédiat, ce sont les inégalités dont l'école n'est que le reflet. C'est ça l'histoire. Aline Bobin avait l'air de ne pas être d'accord du tout. Mais non, parce que dit PISA? PISA nous dit que l'école française est la plus inégalitaire de toutes les écoles. Oui, mais ça veut dire qu'il y a d'autres écoles qui savent mieux faire avec les inégalités de naissance. Ce sont des écoles efficaces. Que font-elles, ces écoles? Elles apprennent à lire à tous leurs enfants, elles apprennent à compter à tous leurs enfants. Et nous, on ne fait pas? Eh ben non. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On essaie de le Moi, faire. j'aimerais bien mais on comprendre le parce fait que je pas. ne comprends rien. Mais vous voyez bien que... Je vois qu'ils arrivent en scolaire. première année de droit, 30% Oui, vous les d'analphabètes. Bon, mais d'où ça vient? Ils ont eu le bac. Bon, donc il y a un Ça problème. vient de très, très J'ai loin. des copies, un tiers de mes copies, les phrases n'ont pas un sujet, un verbe, un complément. Donc je ne peux même pas corriger, je ne comprends pas ce qui est écrit. Et l'étudiant, quand il vient voir sa copie, il a un problème parce qu'il me dit « mais je voulais dire ça ». Je dis, mais c'est pas écrit. Oh, excusez-moi, je C'est peux vous l'expression répondre. écrite qui est Je peux vous problématique. répondre. Et ça traîne, mais depuis le primaire. très longtemps. Madame, je peux vous répondre, Oui. excusez-moi, chère madame, C'est bien, en vous citant deux mots très graves. Il faut lutter. On a fait tout ce que l'on pouvait pour réagir à cela, pour faire qu'à la base, vous n'ayez pas, vous, à l'aboutissement des analphabètes, par deux mesures. L'une, c'est la réduction des effectifs scolaires. Et l'autre, c'est le fait de donner des profs capables. Or, on a donné aux gens, ça ce sont des faits que nous connaissons, des profs débutants en début de carrière. On devrait donc, tout comme au sommet les profs de classe préparatoire, Bien sûr. donner aux enfants des profs de très haut niveau et non des profs débutants. Et C'est la des deuxième profs mesure qui n'a pas formés. été. Je Des me profs mets formés. à la Ben. place des enfants et je parle des enfants. Ils arrivent Vous avez quelque et mal à parler des enfants. ils sont frustrés quand ils arrivent et qu'ils sont arabes, arméniens, ils sont pas. Il faut leur apprendre leur langue, Non. première langue au départ. Au Québec, ça a marché parce que les communautés, Faux. En Californie, non. ils viennent grecs, les premières années, on leur apprend le grec et ensuite ils ne se sentent pas frustrés. Mais quand un enfant rentre chez lui et chez lui on parle une langue et lui il parle une autre langue à l'école et qu'il essaye de la perdre et il ne sait pas où il est, il ne sait pas qui il est, c'est des enfants frustrés. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce Jules Ferry qui veut à tout prix nous faire bouffer du français à 100%. Et donc ils ont perdu. Et apprenez-leur à ne pas être frustrés, à être eux-mêmes, être fiers de leur culture et ils accepteront la culture française. Réponse de tous les deux. La Très thèse vite. multiculturelle de monsieur est dans le rapport qui a été remis à Jean-Marc Ayrault sur l'intégration récemment, où on propose effectivement de maintenir le bilinguisme à l'école. Je vous rappelle simplement qu'en Californie, ce sont les immigrés latino-américains qui ont initié un référendum d'initiative populaire pour supprimer le bilinguisme à l'école parce que ça empêchait leurs enfants d'être à égalité avec les Américains. Bon. Et donc, Mais néanmoins, eux, ils en sont l'hispanique, revenus c'est la deuxième de ce langue bilinguisme d'Amérique. qui les maintenait en réalité dans une situation faux. d'infériorité, c'est faux. faux. Donc ça, je ne les suis pas d'accord. Hispaniques sont en Mais train je de gagner trouve, le si vous pouvoir voulez, que aux l'idée États-Unis. de mettre le rapport PISA, les horaires des profs des prépas et les ZEP en même temps, c'est pas le sujet, si vous voulez. Prendre
Je pense qu'ils peuvent faire 1 heure de plus, je les plaindrai pas. Hein. Les profs de prépa, franchement, ils vont pas en mourir. Donc je trouve leur truc un petit peu exagéré. Mais c'est pas une question de moyens, c'est ça le problème, c'est que je pense pas que ce soit une question d'argent, de moyens. On ne parle en France, quand on chiffre une politique publique, on ne parle que de chiffres. Alors c'est quoi? Les Mais écoles justement, c'est là que d'assimilation je que veux vous voir avez fabriquées que au se lieu de faire des passe-t-il dans le écoles primaire. d'université. Vous voulez, je vous donne un Alors, exemple. Marilyn Baumard. Comment répondez. on enseigne Marilyn Baumard. et à qui et selon quels critères? vais C'est vous- pas une question de moyens. Je vais pense vous pas que donner ce soit un de l'argent, exemple. toujours. Cet exemple, il est simple, c'est la Floride. La Floride, ils se sont rendus compte dans les années 90 qu'ils n'arrivaient plus à apprendre à lire aux enfants. Là, ils sont allés voir, il y a une école qui a commencé, qui est allée voir l'université d'à côté en demandant, oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Un universitaire, est resté dans l'école. Il est resté pendant plusieurs années, a mis au point toute une boîte à outils en disant vos enfants, si à 5 ans, ils ne savent pas ça, ça et ça ne marchera pas, ils ne sauront pas lire. Ils ont créé une sorte de boîte à outils. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Non pas à PISA, mais aux dernières évaluations qu'on appelle PEARLS, qui sont en CM1, des évaluations à 10 ans. Ils sont quasiment champions du monde quand on regarde la Floride tout seul et non pas les États-Unis. Ils sont au niveau d'Hong Kong et de Singapour en lecture. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué des méthodes, enfin des outils, parce que ce n'est pas une question de syllabique ou globale, ça c'est pas le débat, mais des outils. On a formé les enseignants. Aujourd'hui, 75% des écoles de Floride appliquent ces méthodes rigoureuses qui ont été données par des universitaires. Alain Gérard Vous devez Slama, les connaître, ces qu'on n'a pas encore entendu sur ce sujet. Je me suis beaucoup tue parce que j'ai fait un rapport sur l'éducation civique à l'école il y a très peu d'années, passe en Floride. où je m'apercevais d'une chose, c'était que ce problème français commence dès la maternelle. C'est un peu ce que vous dites. C'est Bon, évident. il y a aussi un autre problème qui est le nombre d'heures. Les étudiants qui réussissent le mieux, croyez-moi, c'est ceux qui ont le plus d'heures de cours à l'école et le plus d'heures de formation. C'est comme ça aussi que nous avons une compétitivité plus grande. Et la dernière remarque que je veux faire, c'est à propos des profs de Cagne, ou de terminale, enfin, ou de classe préparatoire. Nous sommes comme toujours en retard d'une bataille. Nous voulons les pénaliser d'une certaine façon, parce que quand vous diminuez le revenu de quelqu'un qui a toujours fourni du travail, qui a donné satisfaction, vous le pénalisez, vous le punissez. C'est absurde, c'est un moment où ça change. Les écoles préparatoires aujourd'hui changent. Ce n'est plus tellement l'histoire du concours. Regardez l'école normale supérieure. Je suis président de la fondation de l'école normale supérieure. Bon, je vois bien comment les choses fonctionnent. En particulier, vient d'être créée Paris Sciences et Lettres par Monique Cantos-Perber, qui est l'ancienne directrice de la rue d'Ulm, qui a l'idée de fédérer davantage, à partir d'expériences faites à Henri IV et à Louis le Grand, de fédérer davantage les formations données à des élèves de façon qu'ils ne soient pas uniquement assignés au concours. Est-ce que vous savez par exemple que Cédric Villani, la médaille Field de mathématiques dont tout le monde parle, la gloire de l'école normale supérieure, il est entré rue d'Ulm sur dossier. Bon, les choses bougent, elles changent. Et c'est les meilleurs souvenirs que gardent de leur formation passée les gens qui ont fait la rue d'Ulm ou ne l'ont pas faite, mais s'en sont bien tirés, excusez-moi. Hein. Eh bien, c'est leur cagne, c'est leur taupe, c'est cette année-là, avec des professeurs formidables, excusez-moi, monsieur le professeur des universités, souvent supérieurs à les professeurs des universités par la qualité et la maîtrise de leur discipline. Vous êtes tous très contents, N'est-ce mais pas? l'émission Je dis vous a dit souvent. le contraire. Bon, donc, Vous mettiez au 21e il est rang. aberrant de les pénaliser. Vous avez entendu, d'ailleurs, vous avez fait le calcul de ce que gagne 21e un rang. professeur de classe préparatoire, c'est pas le bout du monde. Ils disent tous que c'est plus que les professeurs d'université. Mais il n'y en a pas de Il faut, rapport, mais il y a bien les sûr, ZEP mais parce et qu'ils ont des PISA. heures supplémentaires, parce qu'ils corrigent des copies, passent leur week-end à corriger des copies. les Alors, autres va aussi. Dieu. Mais les Moi, autres j'ai aussi. laissé- Parce que vous croyez que Les les autres autres ne le aussi. font pas. Mais oui, écoutez, il se trouve que j'enseigne à Sciences Po un tout petit peu et que je ne crois pas que mes étudiants me reprochent de ne pas corriger suffisamment non, leur vous le mémoire. faites La très vite, question n'est pas là. une phrase, La une question phrase. est Vous le faites tout autant. l'importance cruciale de ces professeurs-là dans notre système. Mais on est d'accord et on voit bien l'élite, c'est vrai que c'est vraiment essentiel. Mais aujourd'hui, attention, parce que PISA nous dit une autre chose, c'est que notre élite, elle est vraiment très réduite. Alors si on ne travaille pas en amont avec ces 20% qui ne savent pas lire correctement, je ne sais pas ce qui nous attend dans quelques années, mais ce n'est pas positif pour Une l'élite phrase des temps à venir. de Claude Agege. Oui, en partie, ça répond à votre demande sur le travail en amont, et ça répond aussi à la prof de droit, pardonnez-moi de vous appeler de façon un petit peu cavalière, sur le fait que voient arriver les gens qui ne savent pas lire. Permettez-moi de finir sur un truc très très concret, extrêmement concret.
Il faudrait que l'on se résolve à enseigner aux enfants depuis le début la méthode de lecture syllabique et alphabétique et non pas la méthode intuitivo-globale. Ce n'est pas avec ça qu'ils vont apprendre à lire. Et s'ils sont analphabètes, c'est parce qu'on ne leur a pas appris à lire l'alphabet, à lire les syllabes. Et par conséquent, à la base, le mal, il est là. Ils ne savent pas lire parce qu'on ne leur a pas appris à lire. Sauf évidemment ceux qui viennent du milieu bourgeois, où la maman et le papa ont plein de livres, lisent pour eux, leur font, etc. Là, ils sont favorisés. On retrouve l'inégalité sociale. Mais moi, je voudrais répondre à ce que vous disiez, parce que je pense qu'effectivement, c'est pas qu'on les punit, c'est qu'on leur demande un effort. On leur demande d'accepter le partage. On leur demande, comme on demande aux classes moyennes généralement en France, de payer un impôt, une sorte d'impôt. Et on leur dit une chose claire, c'est finalement on leur dit cet argent qu'on va vous prendre, parce qu'il faut bien appeler un chat, on va le donner à des gens dont vous êtes d'accord qu'ils font un travail qui est essentiel également pour vous, parce que effectivement il faut traiter le problème en amont pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui arrivent en prépa, de plus en plus d'élèves brillants, et qu'ils aient de plus en plus d'élèves brillants venant de milieux sociaux différents devant eux. On leur demande cet effort. Et pour répondre à ce que vous disiez, moi qui ai une enfant qui rentre en maternelle, effectivement, moi je ne sais pas si la solution est que dans l'argent, mais enfin quand même, quand on a une professeure, une institutrice pour 29 enfants de 3 ans, et que ça se répercute comme ça d'année en année, on n'est pas si étonné que l'apprentissage de la lecture et des savoirs fondamentaux soit difficile. 28 ou 29 pour une adulte. Ce sera le dernier mot sur ce sujet.